Ne viens pas, offre seulement à maman les clés de ta maison dans les Alpes. A dit mon mari une semaine avant son anniversaire. Mais en 3 jours, je l'ai vendu pour 2,5 millions d'euros et sa famille est devenue folle de panique. Pas la peine que tu viennes à la fête, donne-moi juste les clés du chalet dans les Alpes. Laisse ma mère y vivre pour toujours, comme un cadeau de ma part. Voilà ce que mon mari m'a dit une semaine avant la fête d'anniversaire de ma belle-mère. Avec un culot monstre, il m'a ordonné de lui remettre la maison que j'avais moi-même construite avec mon propre argent pour l'offrir à sa mère. 3 jours plus tard, j'ai vendu cette maison pour 2,5 millions d'euros. Ils sont devenus hystériques en le découvrant. Une demande absolument absurde est sortie de la bouche d'un mari qui, pendant tout ce temps, n'avait vécu qu'à mes dépens. L'après-midi de ce jour-là était en réalité très tranquille. Le soleil brillait intensément, filtrant à travers les grandes baies vitrées du bureau de Béatrice, situé au 2e étage de sa résidence principale dans le quartier exclusif du Triangle d'Or à Paris. Béatrice était très concentrée, examinant ses rapports financiers mensuels. En tant que femme d'affaires ayant bâti son entreprise de zéro pour atteindre un succès retentissant, son temps était précieux. Toujours impeccable et élégante, elle portait un foulard en soie sophistiqué au cou qui complétait parfaitement ses tailleurs sur mesure. Son travail exigeait un haut niveau de précision et elle appréciait immensément chaque processus de l'entreprise qu'elle avait construite à la sueur de son front. Sa vie conjugale avec Rodrigue, vue de l'extérieur, semblait tout à fait normale. Cependant, en privé, Béatrice savait parfaitement que son mari manquait de toute ambition ou désir de travailler dur. Rodrigue préférait passer son temps à se détendre, profitant du confort que sa femme prospère lui offrait et se cachant toujours derrière son statut de chef de famille. Juste une semaine avant la grande fête d'anniversaire de Madame Gaétane, la porte du bureau de Béatrice s'ouvrit sans que personne n'ait frappé. Rodrigue entra d'un pas détendu et avec une expression de désinvolture totale, il s'assit sur la chaise en face du bureau de Béatrice, se penchant en arrière avec une attitude arrogante. Béatrice interrompit son travail un instant et regarda calmement son mari, attendant d'entendre ce qu'il avait à dire. Rodrigue la regarda avec ce ton méprisant qu'il affichait trop souvent ces derniers temps. Sans détour, il exposa immédiatement ses intentions. Pas la peine que tu viennes à la fête, donne-moi juste les clés du chalet dans les Alpes. Laisse ma mère y vivre pour toujours, comme un cadeau de ma part, dit Rodrigue d'un ton autoritaire très évident. Les mots sortirent de sa bouche avec une telle légèreté, comme si cette luxueuse propriété à la montagne lui appartenait. En entendant une telle exigence, Béatrice resta silencieuse un instant. Son esprit traita immédiatement chaque mot que son mari venait de prononcer. Ce chalet dans les Alpes n'était pas un bâtiment ordinaire. Béatrice avait acheté le terrain il y a quelques années avec ses propres économies. Elle avait engagé les architectes, sélectionné les meilleurs matériaux de construction et supervisé le projet du début à la fin. Chaque recoin de cette maison était le fruit de ses efforts. Rodrigue n'avait jamais apporté un seul centime, même pas pour acheter un clou. Et pourtant, avec une facilité déconcertante, il lui demandait les clés pour les donner à sa mère comme s'il s'agissait d'un cadeau acheté par lui. Béatrice connaissait parfaitement la nature de Madame Gaétane. Sa belle-mère était une femme extrêmement cupide, obsédée par l'argent et par le maintien d'un statut très élevé dans son cercle de la haute société parisienne. Depuis le début du mariage, Madame Gaétane n'avait jamais supporté Béatrice, la méprisant toujours, la considérant simplement comme une femme chanceuse d'avoir épousé son fils. La réalité, au contraire, était que Rodrigue dépendait économiquement de Béatrice à 100%. Madame Gaétane se vantait souvent auprès de ses amis de la haute société, affirmant que tout le luxe dont il jouissait était le fruit du travail acharné de Rodrigue. Béatrice avait choisi de se taire et de céder pendant tout ce temps pour maintenir la paix au foyer, mais cette fois, l'exigence de son mari dépassait toute limite raisonnable. « Tu es en train de me dire que tu veux offrir à ta mère, en ton nom, la maison que j'ai construite avec mon propre argent ?» demanda Béatrice d'un ton extrêmement calme, s'assurant de ne pas avoir mal entendu. « Bien sûr, nous sommes mari et femme. Ce qui est à toi est aussi à moi. Ma mère adore l'air frais de la montagne et elle a déjà dit à toutes ses amies que je lui ai acheté cette maison. Alors, donne-moi les clés tout de suite et pas la peine que tu viennes à l'anniversaire. Ta présence ne fera que mettre ma mère mal à l'aise devant ses invités, répondit Rodrigue sans montrer le moindre signe de honte.
La méchanceté de son mari se révélait maintenant clairement à ses yeux. Rodrigue ne prétendait pas seulement s'approprier une propriété valant des millions, mais il cherchait aussi à écarter Béatrice de l'événement familial pour éviter que ses mensonges ne soient découverts par les amis de sa mère. Béatrice réalisa que son mari tentait de lui prendre ce qui lui appartenait d'une manière profondément manipulatrice. Logiquement, la colère commença à monter en elle, mais c'était une femme brillante. Elle savait que se fâcher et se disputer à ce moment-là ne mènerait qu'à une querelle inutile. Elle devait jouer ses cartes de manière beaucoup plus intelligente que lui. Au lieu d'exploser de colère, Béatrice prit une profonde inspiration, ajusta doucement son foulard en soie et recomposa son expression jusqu'à paraître complètement sereine. Elle regarda son mari dans les yeux et esquissa un doux sourire, un sourire qui cachait un plan magistral. Béatrice ouvrit le tiroir de son bureau, en sortit un double des clés du chalet des Alpes et le posa sur la table. « Bien sûr, chérie. Je m'assurerai que ta mère reçoive une surprise inoubliable pour son anniversaire, dit Béatrice d'une voix douce, en poussant la clé vers Rodrigue. Les yeux de Rodrigue brillèrent de cupidité en voyant la clé. Il la prit rapidement, se sentant énormément satisfait de croire que sa femme était si soumise et facile à manipuler. Rodrigue laissa échapper un petit rire, se sentant victorieux d'avoir soumis Béatrice sans rencontrer de résistance. Parfait. C'est ainsi qu'une bonne épouse doit se comporter. Je m'occuperai de tout. N'oublie pas, reste à la maison en silence la semaine prochaine, dit Rodrigue en se levant et en quittant le bureau, laissant sa femme assise avec un sourire qui ne s'était pas encore effacé. Dès que la porte se referma complètement et que les pas de Rodrigue s'évanouirent, le sourire sur le visage de Béatrice disparut instantanément. Ses yeux reflétaient maintenant une fermeté absolue et une colère contenue. Le temps de l'épouse complaisante était terminé. Elle prit son téléphone portable et chercha le numéro de son agent immobilier de confiance. L'appel fut pris en quelques secondes. « Bonjour, je veux vendre mon chalet dans les Alpes. Oui, le bâtiment, le terrain et tout le mobilier. J'ai besoin que le processus se déroule le plus rapidement possible. Si possible, tout doit être bouclé en 3 jours. S'il vous plaît, préparez tous les documents de cession dès maintenant, ordonna Béatrice d'un ton catégorique qui n'admettait aucune réplique. Béatrice posa le téléphone sur la table, regardant fixement la porte par laquelle son mari venait de sortir. Rodrigue et sa mère pouvaient croire qu'ils étaient capables de la tromper et de lui voler son patrimoine si facilement, mais ils s'étaient trompés d'adversaire. Béatrice se jura que la fête d'anniversaire de Madame Gaétane la semaine suivante serait un jour historique qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. Le lendemain matin, Béatrice se réveilla plus tôt que d'habitude. Son esprit travaillait à toute vitesse, élaborant différents mouvements stratégiques. Elle savait que la demande de son mari la veille n'était pas une décision soudaine. Rodrigue devait cacher quelque chose. Béatrice ne voulait pas risquer d'agir sans avoir toutes les informations. C'est pourquoi elle avait contacté un détective privé très professionnel et de confiance. Ils avaient convenu d'un rendez-vous ce matin-là dans une salle de réunion privée de l'entreprise de Béatrice. Elle arriva à son bureau avec une allure élégante et débordante d'assurance. Peu après s'être assise, le détective privé, M. Vargas, entra, portant un épais dossier contenant les résultats de l'enquête express demandée la nuit précédente. L'homme s'assit en face de Béatrice et ouvrit le dossier, allant droit au but. Les documents contenaient des registres financiers, des historiques d'appels et diverses activités suspectes menées par Rodrigue au cours des derniers mois. Le détective commença à détailler ses découvertes une par une. Et chaque révélation convainquait encore plus Béatrice de la décision qu'elle avait prise. Regardez vous-même, Madame Béatrice. Votre mari a accumulé des dettes de microcrédits usuraires sur Internet qui s'élèvent à des dizaines de milliers d'euros. Toutes les échéances sont dépassées et les agents de recouvrement ont commencé à le chercher, expliqua M. Vargas en montrant les feuilles où les montants étaient clairement imprimés. Béatrice lut les chiffres attentivement. Elle n'était pas surprise d'apprendre que son mari était un désastre pour gérer l'argent, car il avait toujours vécu entouré de luxe payé par elle, mais la somme était scandaleuse. S'il menait une vie de riche grâce à sa femme, pourquoi avait-il emprunté autant d'argent ? Le détective sortit alors d'autres documents qui firent écarquiller les yeux de Béatrice.
C'étaient des copies du brouillon d'une procuration notariée pour la cession de la propriété du chalet dans les Alpes. Regardez ça, Madame Béatrice. Votre mari a falsifié votre signature sur ce brouillon de procuration. Il s'est entraîné à imiter votre signature d'innombrables fois, informa le détective en lui tendant une liasse de papier remplie de gribouillages tentant de reproduire la signature de Béatrice. Ce fait était répugnant. Rodrigue n'était pas seulement un paresseux, mais aussi un escroc prêt à commettre un délit de falsification de documents pour s'emparer du patrimoine de sa femme. Monsieur Vargas continua son rapport en expliquant que Rodrigue prévoyait de donner les titres de propriété du chalet à sa mère. Madame Gaétane utiliserait alors ces titres comme garantie pour demander un prêt millionnaire, dont une partie serait destinée à régler les dettes de Rodrigue et le reste serait utilisé par Madame Gaétane pour financer son style de vie ostentatoire. Il croit que je vais rester les bras croisés. Le temps de jouer est terminé, répondit froidement Béatrice en froissant dans son poing une des copies avec la signature falsifiée. L'enquête révéla également les activités nauséabondes de Madame Gaétane. La vieille dame avait déjà distribué les invitations de sa fête d'anniversaire dans tout son cercle social élitiste. Dans chaque message et appel, Madame Gaétane se vantait que son merveilleux fils venait de lui acheter une luxueuse résidence de repos dans la station exclusive des Alpes. Madame Gaétane humiliait fièrement Béatrice devant ses amis, disant que sa belle-fille n'apportait rien au mariage et ne savait que dépenser l'argent de son mari. En entendant tout ce rapport, Béatrice ne ressentit pas la moindre tristesse. Au contraire, elle éprouva une clarté mentale étonnante. Le plan diabolique de son mari et la cupidité de sa belle-mère étaient maintenant parfaitement exposés sur la table. Béatrice regarda fixement le document falsifié, réalisant que son mari n'attendait que le moment opportun pour tout lui arracher. Elle remercia le détective privé pour son travail et lui paya une somme très généreuse pour sa rapidité et son efficacité. Quand l'homme partit, Béatrice resta seule, méditant son prochain mouvement. Elle devait vendre cette maison immédiatement et l'acheteur ne pouvait pas être n'importe qui. Ce devait être quelqu'un capable de porter un coup moral dévastateur à Madame Gaétane et à Rodrigue. L'esprit de Béatrice s'illumina en pensant à un nom parfait pour ce rôle, Madame Victoire. Madame Victoire était une femme immensément riche qui évoluait dans le même cercle social que Madame Gaétane. Cependant, leur relation était loin d'être amicale. Elles étaient des ennemis jurés, des rivales acharnées qui se concurrençaient en tout, des bijoux et vêtements de haute couture aux propriétés immobilières. Béatrice se souvenait parfaitement qu'il y a quelque temps, Madame Victoire avait exprimé son intérêt pour l'acquisition d'une propriété dans la même zone des Alpes où se trouvait le chalet de Béatrice, mais le terrain constructible y était rare et les maisons rarement mises en vente. Vendre la maison à Madame Victoire était la stratégie la plus létale. En plus d'obtenir une énorme somme d'argent en espèces immédiatement, Béatrice savait que Madame Victoire serait ravie d'utiliser cette maison pour piétiner l'orgueil de Madame Gaétane jusqu'au plus bas. Béatrice chercha le numéro de Madame Victoire et l'appela sans tarder. Madame Victoire répondit d'un ton aimable, un peu surprise de recevoir un appel de Béatrice. Sans perdre de temps, Béatrice lui offrit le chalet des Alpes pour un prix très raisonnable étant donné les circonstances, 2,5 millions d'euros. Elle expliqua qu'elle avait besoin de réaliser la transaction immédiatement et par un paiement au comptant. En entendant l'offre, Madame Victoire se montra enthousiaste et accepta sur le champ sans négocier un seul centime. Elles convinrent de se rencontrer le jour même avec un notaire pour régler toute la paperasse de la vente. Le plan de vengeance était méticuleusement tracé. Béatrice s'assurerait de ne laisser aucune échappatoire à Rodrigue et Madame Gaétane pour fuir la ruine qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Leur arrogance et leur cupidité recevraient bientôt leur dû avec une amère réalité qui détruirait leur vie. 3 jours est un délai très court pour conclure une transaction immobilière millionnaire. Mais pour Béatrice, 3 jours étaient plus que suffisants, car elle disposait d'excellentes ressources et de contacts. Ce matin-là, Béatrice se leva tôt et se prépara avec le plus grand soin. Elle choisit un élégant tailleur pantalon, reflétant son pouvoir et sa sophistication. Chaque pas qu'elle ferait aujourd'hui définirait son avenir. Elle conduisit sa voiture de luxe jusqu'à l'étude de son notaire de confiance. Pendant le trajet, son esprit repassait les souvenirs amers de son mariage avec Rodrigue. Béatrice se souvenait comment elle devait travailler jusqu'à tard dans la nuit tous les jours pendant les premières années de mariage.
Rodrigue prétextait toujours qu'il cherchait un emploi correspondant à son diplôme universitaire. Mais les années passaient et il ne faisait que paresser à la maison. Toutes les factures d'électricité, d'eau et les courses du supermarché provenaient des efforts de Béatrice. Au lieu d'être reconnaissant, Rodrigue et sa mère ne faisaient que presser ses finances. Ces souvenirs renforcèrent la détermination de Béatrice. Il n'y aurait pas de pitié pour eux. En arrivant chez le notaire, Béatrice fut conduite à une salle de réunion exclusive. L'atmosphère était fraîche et calme, en contraste total avec l'ouragan qu'elle était sur le point de déchaîner sur Rodrigue et Madame Gaétane. Le notaire, Maître Ortega, qui travaillait depuis des années avec l'entreprise de Béatrice, la reçut chaleureusement. Ils s'assirent pour examiner toute la documentation. Tous les titres de propriété du terrain et de la maison au nom de Béatrice étaient impeccables, libres de charges, de saisie ou d'hypothèque. Le notaire garantit que le changement de propriétaire pourrait être effectué le jour même, étant donné que les formalités administratives étaient complètes et que le paiement serait effectué en totalité par chèque de banque. Peu après, la porte de la salle s'ouvrit et Madame Victoire fit son entrée avec son style caractéristique, arborant des bijoux éblouissants et débordant d'assurance. Un grand sourire se dessina sur son visage en voyant Béatrice. Elle était enthousiasmée par cet accord. Pour Madame Victoire, acheter le chalet dans les Alpes n'était pas seulement un investissement immobilier, c'était un triomphe écrasant qui catapulterait son statut social bien au-dessus de ses rivales, en particulier de Madame Gaétane. Les deux femmes se livraient une concurrence féroce depuis des années. Savoir qu'elle pouvait légalement lui arracher sa source de fierté et piétiner la dignité de cette femme cupide faisait que Madame Victoire n'hésitait pas une seconde à débourser cette énorme somme d'argent. Madame Victoire s'assit en face de Béatrice, posa son sac de créateur sur la table et demanda directement les papiers. Après avoir écouté les explications du notaire, elle hocha la tête, satisfaite. Elle ne posa pas beaucoup de questions car elle connaissait trop bien le parcours impeccable de Béatrice en tant que femme d'affaires honnête et professionnelle. Les affaires de Béatrice étaient toujours propres et sans problème juridique. Madame Victoire ouvrit son sac, sortit un chéquier de son compte de banque privée, sans hésiter, rédigea un chèque de banque d'une valeur de 2,5 millions d'euros et le signa. Cette somme était un prix très juste pour une demeure avec des vues spectaculaires et en même temps le billet d'entrée pour anéantir son ennemi juré. J'adore votre façon de faire des affaires, Béatrice. Vous êtes rapide et efficace. Cette maison sera l'endroit parfait pour ma prochaine réunion du club de loisirs le mois prochain, dit Madame Victoire en tendant le chèque et en signant les actes de vente devant le notaire. Le plaisir est pour moi, Victoire. J'espère que la maison vous apportera de très agréables surprises. De plus, l'emplacement est imbattable et les vues sont un rêve, répondit Béatrice avec un sourire plein de sous-entendus, en serrant la main de Madame Victoire à la fin des signatures. Le processus de changement de propriétaire au registre foncier fut géré par le notaire avec la plus haute priorité. S'agissant d'un paiement au comptant sans financement, la bureaucratie fut considérablement accélérée. En très peu de temps, la propriété légale de la luxueuse maison de repos dans les Alpes devint la propriété absolue de Madame Victoire. Personne ne pourrait contester à Madame Victoire son droit légitime sur le bien immobilier. Dès ce jour, Béatrice sortit de l'étude du notaire en ressentant un immense soulagement. Un grand poids avait disparu de ses épaules. Non seulement elle avait sauvé son précieux actif des griffes de Rodrigue, mais elle avait sécurisé son patrimoine en espèces, quelque chose de beaucoup plus facile à protéger de la portée de son mari. Les jours passèrent rapidement et la notification de sa banque illumina l'écran du téléphone de Béatrice. L'établissement confirmait que les 2,5 millions d'euros étaient déposés sur son compte personnel. Elle s'assit détendue dans son bureau, contemplant le long chiffre sur l'écran avec un sourire de satisfaction. Elle ne ressentait pas le moindre regret d'avoir vendu la maison qui lui avait coûté tant d'efforts de construire. Pour elle, la tranquillité d'esprit valait 1000 fois plus que de simples briques. Elle pourrait construire une autre maison avec un design encore meilleur dans un endroit plus beau. Mais ce qu'elle ne pouvait pas permettre, c'était que sa dignité soit piétinée par un parasite comme Rodrigue. Alors que Béatrice organisait quelques rapports, l'écran de son mobile s'alluma de nouveau avec un message entrant. C'était de son mari. Maman et moi partons déjà pour les Alpes. Les amis de maman arriveront à midi. N'oublie pas ce que je t'ai dit.
Reste à la maison et ne t'avise pas de venir gâcher sa fête. Béatrice lut le message menaçant avec une expression neutre. Il n'y avait plus de douleur ni de déception, seulement un profond dégoût pour le comportement de son mari. Rodrigue n'avait aucune honte. Il agissait comme un roi ayant le droit de disposer de tout, alors qu'en réalité, il marchait droit vers l'abîme qu'il avait lui-même creusé. Béatrice tapa une réponse calmement, s'assurant que ses mots sonnent détendus, mais chargés d'un effet létal. Soyez prudent sur la route, chérie. Profitez bien de la fête. Le message fut envoyé instantanément. Béatrice posa le téléphone sur la robuste table en acajou, puis se leva et marcha lentement vers la grande baille vitrée de son bureau. De là, elle pouvait voir le va-et-vient constant des voitures dans les rues de Paris. Elle imagina à quel point Rodrigue et Madame Gaétane devaient être heureux à ce moment-là, riant dans la voiture, fantasmant sur la richesse qu'ils allaient exhiber au monde entier. Ils ignoraient complètement que la maison vers laquelle ils se dirigeaient n'appartenait plus à Béatrice et encore moins à Rodrigue. La fête qu'ils avaient organisée avec tant d'arrogance était sur le point de devenir le théâtre de l'humiliation la plus douloureuse de leur vie. Béatrice attendait le dénouement avec une patience exquise. L'air dans les Alpes était frais et vivifiant. La voiture que conduisait Rodrigue avançait doucement sur les routes sinueuses de montagne. Sur le siège passager, Madame Gaétane était assise très droite, le visage rayonnant d'une fierté débordante. Pendant le trajet, elle n'arrêta pas d'appeler ses amis pour s'assurer qu'elle n'arriverait pas en retard au grand événement de son anniversaire. Elle se retouchait le maquillage sans cesse et ajustait les bijoux en or qui ornaient son cou et ses poignets. C'était son grand jour. Le jour où elle prouverait à tout son groupe social élitiste qu'elle était la mère la plus chanceuse du monde d'avoir un fils si brillant et dévoué. Rodrigue débordait également de confiance, agissant comme s'il était vraiment un jeune magnate qui venait d'acheter une demeure à la sueur de son front. En arrivant devant les portes de la propriété, Rodrigue descendit de la voiture et ouvrit le cadenas du portail extérieur, utilisant la vieille clé que Béatrice lui avait donnée la semaine précédente. La lourde grille en fer forgé s'ouvrit lentement, révélant le vaste jardin couvert d'une pelouse immaculée et de plantes ornementales très coûteuses. La maison principale se dressait majestueusement avec un design moderne, mais intégré à l'environnement naturel. Madame Gaétane descendit de la voiture d'un pas élégant, observant tout autour d'elle avec des yeux brillants. Elle se sentait comme une reine entrant dans son propre palais. Sans perdre de temps, elle entra dans la maison et commença à donner des ordres aux serveurs engagés qui étaient arrivés plus tôt pour qu'ils placent les tables, les chaises et un luxueux buffet dans le jardin arrière qui donnait directement sur la vue de la vallée. 1 heure plus tard, les invités commencèrent à arriver. Les amis de Madame Gaétane descendaient de leur véhicule haut de gamme avec des tenues tout aussi ostentatoires. Elles se saluaient chaleureusement, se complimentant mutuellement, mais leurs yeux ne cessaient de scruter chaque détail de la luxueuse demeure. Madame Gaétane les accueillit avec un large sourire, forçant un air de majesté. Elle leur fit une visite guidée, se vantant des meubles exclusifs que Béatrice avait choisis avec son goût exquis, mais que Gaétane attribuait vilement aux efforts de son fils. Chaque fois que quelqu'un louait la beauté du lieu, la poitrine de Madame Gaétane se gonflait de superbe. Vous le voyez bien, mes chers. Tout ceci est le fruit des efforts de mon fils. Sa femme n'a absolument rien apporté à l'achat de ce chalet. Elle ne fait que vivre au crochet et profiter du succès de mon Rodrigue, se vanta Madame Gaétane à voix très haute pour que toutes l'entendent parfaitement. Madame Gaétane eut même l'audace de raconter à une amie que Béatrice demandait de l'argent à Rodrigue tous les mois pour ses dépenses personnelles. Elle déforma la réalité avec une cruauté impitoyable, sans ressentir le moindre remords. Les invités crurent les mensonges car Rodrigue interprétait à la perfection son rôle d'homme riche et généreux. Certaines étaient émerveillées, tandis que d'autres souriaient faussement, cachant leur envie. Rodrigue, debout à quelques mètres de sa mère, souriait avec arrogance. Il recevait les fausses flatteries comme s'il les méritait vraiment. Il saluait les invités et faisait semblant d'être très occupé à coordonner l'événement avec une attitude despotique. Il cria même sur un serveur du service de banquet pour avoir mal placé une assiette, exhibant son faux pouvoir devant la foule. La longue table du jardin était remplie de mets de la plus haute qualité, du meilleur jambon ibérique de Bellota, coupé au couteau, aux fruits de mer frais de Bretagne et aux desserts de haute pâtisserie. Tout avait été commandé par Rodrigue,
payé avec la carte de crédit dont les factures étaient toujours réglées par Béatrice. Rodrigue ne savait pas encore que la carte serait bientôt refusée, car Béatrice avait bloqué tout accès à ses comptes bancaires ce matin même. Mais à cet instant, son attention était concentrée sur les applaudissements et les acclamations des amis de sa mère. L'ambiance festive atteignit son apogée lorsque la musique commença à jouer et que les invités dégustaient le plat principal. Madame Gaétane savourait chaque seconde de la fantaisie qu'elle avait orchestrée. Elle sentait avoir touché le ciel. Vint alors le moment culminant. Un gâteau d'anniversaire spectaculaire à plusieurs étages fut apporté au centre du jardin. Toutes les invitées entourèrent Madame Gaétane et Rodrigue. Elles commencèrent à chanter « Joyeux anniversaire » avec joie, applaudissant la vieille dame qui était complètement ivre de superbe. Madame Gaétane saisit le couteau pour couper le gâteau. Tremblant d'émotion, elle ferma les yeux et fit un vœu en silence, demandant que sa richesse augmente et que sa belle-fille disparaisse bientôt de leur vie, laissant tout derrière elle. Cependant, juste au moment où elle ouvrit les yeux et s'apprêta à couper le gâteau, la liesse de la fête fut brusquement interrompue par un bruit fort venant de l'entrée. Le son des sirènes des véhicules de sécurité privés du domaine rompit le calme de la montagne. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée avec une expression de perplexité. Plusieurs voitures sombres de luxe entrèrent à toute vitesse dans l'enceinte et freinèrent brusquement près du jardin où se déroulait la fête. La porte de l'une des voitures s'ouvrit et une silhouette que Madame Gaétane et ses amis connaissaient à la perfection en descendit. Madame Victoire sortit de la voiture avec une élégance intimidante. Elle n'était pas seule. Elle était escortée par plusieurs gardes de sécurité à la carrure robuste et un homme élégamment vêtu qui s'avéra être son avocat personnel. L'apparition de Madame Victoire figea instantanément l'atmosphère. Madame Gaétane resta pétrifiée, le couteau toujours à la main. Son visage, auparavant radieux et triomphal, devint d'un blanc cadavérique. Elle détestait Madame Victoire de toute son âme et sa présence à la fête était perçue comme une immense humiliation calculée pour ruiner son grand jour. Rodrigue s'avança rapidement, essayant de bloquer le passage de Madame Victoire avec un geste furieux. Il sentait qu'il avait l'autorité d'expulser quiconque n'était pas invité à la maison, qu'il considérait indiscutablement sienne. « Pardon, vous n'êtes pas invité à cet événement. Je vous prie de quitter ma propriété immédiatement avant que j'appelle la police », cria Rodrigue d'une voix puissante, essayant de réaffirmer son autorité devant les invités pour que sa mère ne soit pas embarrassée. Mais les menaces de Rodrigue ne firent pas la moindre peur à Madame Victoire, au contraire, elle éclata d'un rire méprisant. Son rire résonna avec force au milieu du silence sépulcral des invités confuses. Madame Victoire passa à côté de Rodrigue, l'ignorant complètement, comme s'il était un simple moustique sans importance. Elle marcha en ligne droite jusqu'à la table principale, où Madame Gaétane était toujours paralysée. Madame Victoire regarda fixement les yeux de Madame Gaétane, lui lançant un regard acéré et pénétrant, débordant de satisfaction de pouvoir enfin détruire l'arrogance de son ennemi juré juste à son moment de gloire maximale. La démolition de la fantaisie de Madame Gaétane avait commencé et toutes les invitées retenaient leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. La présence de Madame Victoire au milieu de la fête fut comme un ouragan qui balaya d'un seul coup tout l'orgueil et la pédanterie que Madame Gaétane venait d'exhiber. Les invités cessèrent de manger et de boire instantanément. La musique, qui sonnait auparavant festive, semblait maintenant grotesque. Madame Victoire fit un geste de la main droite et l'un de ses gardes du corps corpulent se dirigea vers l'équipement sonore pour l'éteindre brusquement. Le silence qui suivit fut asphyxiant. On n'entendait que la brise de la montagne agitant les feuilles des arbres. Madame Gaétane restait figée près du gâteau. Ses yeux regardaient, incrédules, la femme qui se tenait maintenant devant elle avec un sourire moqueur. Rodrigue, à côté de sa mère, essayait de cacher sa panique avec une fausse arrogance. Il ressentait le besoin impérieux de maintenir les apparences devant les dames. Il s'interposa de nouveau sur le chemin de Madame Victoire. « Je vous préviens une dernière fois. Ne faites pas de scène dans ma maison. Vous n'avez pas été invité et si vous ne partez pas immédiatement, je vous dénoncerai pour violation de domicile et trouble à l'ordre public », le menaça Rodrigue en haussant fortement la voix. Mais l'avertissement de Rodrigue n'ébranla pas Madame Victoire. La riche dame éclata de rire. Un rire sonore chargé de pur dédain.
Elle se tourna vers son avocat, qui restait impassible à ses côtés. L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit une épaisse chemise de documents. Madame Victoire la prit et regarda Rodrigue de haut en bas avec dégoût, comme si elle voyait une ordure qui ne méritait pas d'être en sa présence. Me dénoncer à la police? Sous quel chef d'accusation? Pour être entrée dans ma propre propriété, répondit Madame Victoire d'une voix claire et retentissante. En entendant cette phrase, un murmure généralisé éclata parmi les invités. Madame Gaétane ouvrit les yeux démesurément et son cœur commença à battre à un rythme effréné. Elle essaya de chercher une trace de mensonge sur le visage de Madame Victoire, mais ne vit qu'une certitude absolue. Rodrigue semblait également en état de choc, bien qu'il essayât encore de nier l'amère réalité qui se déroulait sous ses yeux. « Quelle bêtise dites-vous? C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon propre argent pour l'offrir à ma mère, » cria Rodrigue, bien que sa voix tremblât déjà de panique. Madame Victoire rit de nouveau, mais cette fois son rire fut glacial. Elle se tourna pour s'adresser à toutes les invitées rassemblées avec une théâtralité écrasante. Madame Victoire éleva la voix et procéda au démantèlement de tout le réseau de mensonges que Madame Gaétane et Rodrigue avaient tissé. Écoutez-moi toutes avec beaucoup d'attention. L'individu qui se tient là n'est rien de plus qu'un vil parasite qui vit aux dépens de sa femme. Il n'a pas de travail, pas un centime, bien sûr, il n'a pas l'argent pour acheter ce luxueux domaine. Ce bâtiment ainsi que tout le terrain appartenait à la belle-fille de Gaétane. Et pour que vous le sachiez toute une bonne fois pour toutes, sa belle-fille m'a vendu cette propriété au comptant il y a 3 jours. S'exclama Madame Victoire, sa voix résonnant dans tout le jardin. Ces mots tombèrent comme une douche froide sur Madame Gaétane. Son visage perdit toute couleur. Le sang sembla l'abandonner. Elle regarda son fils en le suppliant d'une explication, mais Rodrigue resta muet, pétrifié, une sueur froide perlant sur son front. Les invités réalisèrent que Madame Gaétane leur avait menti de manière éhontée. Les faux éloges de quelques minutes auparavant se transformèrent en regards de dégoût et de mépris. C'est ma maison maintenant. Votre belle-fille me l'a vendue en espèces pour 2,5 millions d'euros. Gaétane, vous n'êtes que des intrus, des squatteurs qui ont organisé une fête dans une maison qui n'est pas la leur, poursuivit Madame Victoire sans pitié. Pour apporter des preuves irréfutables, Madame Victoire sortit de la chemise la copie authentique des titres de propriété, où le changement de propriétaire était déjà officiel. Avec un geste de mépris suprême, elle jeta le document officiel sur la table, qui atterrit juste à côté du gâteau d'anniversaire qui ne fut jamais coupé. Madame Gaétane attrapa les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les lignes officielles imprimées sur les feuilles. Le nom de son fils n'apparaissait nulle part, ni celui de sa belle-fille. Le nom de Madame Victoire était clairement imprimé comme la seule et légitime propriétaire. La réalité frappa Madame Gaétane avec une brutalité dévastatrice. Elle comprit que tout son orgueil et le statut qu'elle vénérait tant devant ses amis avaient été réduits en cendres. Les dames de la haute société, qui l'adulaient auparavant, l'insultaient maintenant ouvertement. Elle se sentait furieuse et honteuse d'avoir assisté à une fête illégale organisée dans la propriété de quelqu'un d'autre. Certaines commencèrent à partir, furieuses, traitant Madame Gaétane de menteuse, d'escroc et de morte de faim. Elle se moquait du destin pathétique de la femme qui venait d'être humiliée en public par sa pire ennemie. En entendant toutes ces insultes, en voyant ses amis lui tourner le dos avec répulsion et en comprenant qu'il ne lui restait absolument rien dont elle puisse se vanter, la vue de Madame Gaétane se brouilla. Un vertige intense s'empara de sa tête. L'air lui manqua et le monde se mit à tourner à toute vitesse. Son corps fragile ne put supporter le poids d'une honte aussi colossale. En quelques secondes, Madame Gaétane perdit connaissance et s'effondra, heurtant la table et faisant tomber l'énorme gâteau d'anniversaire sur la pelouse, où il se brisa complètement. La vision de la fête d'anniversaire ruinée fut une fin tragique pour Madame Gaétane, mais un spectacle délicieux pour Madame Victoire. Rodrigue paniqua en voyant sa mère inconsciente sur le sol et commença à crier à l'aide, mais aucune des invitées ne s'en soucia le moins du monde. Toutes se précipitèrent vers leur voiture pour quitter le domaine au plus vite, voulant s'éloigner au plus tôt de ce scandale honteux. Madame Victoire croisa les bras et observa froidement Rodrigue tenter de relever sa mère évanouie. Le chef de la sécurité de Madame Victoire s'approcha alors de Rodrigue et lui lança un avertissement très clair.
Ils avaient exactement 30 minutes pour ramasser leurs affaires et déguerpir de la propriété. Rodrigue n'eut d'autre choix que d'obéir. Consumé par le désespoir et une colère volcanique, après beaucoup d'efforts, il réussit à mettre sa mère dans la voiture. Puis il cria au serveur du service de banquet de tout ramasser immédiatement. Il ne se souciait plus du luxueux banquet éparpillé sur le sol. Son esprit ne pouvait traiter qu'une seule chose, les 2,5 millions d'euros que sa femme avait empochés. Pendant le trajet de descente de la montagne, la fureur de Rodrigue atteignit son paroxysme. Il pensa au prêteur qui viendrait bientôt le chercher. Il avait désespérément besoin de cet argent pour régler ses dettes et sauver sa propre vie des menaces de ces gens dangereux. Rodrigue prit son téléphone et chercha agressivement le contact de Béatrice. Il appuya sur le bouton d'appel à plusieurs reprises, respirant de manière saccadée. Ailleurs, dans un centre de bien-être et spa exclusif, Béatrice était allongée, profitant d'un massage du dos profondément relaxant. Une douce musique instrumentale enveloppait la pièce, contrastant radicalement avec l'enfer de panique que vivait son mari. En entendant le téléphone sonner, Béatrice ouvrit lentement les yeux. Elle vit le nom de Rodrigue clignoter sur l'écran. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle savait que cet appel allait arriver. Elle fit signe à la masseuse de s'arrêter un moment et répondit d'un ton désinvolte, comme si c'était un jour ordinaire et ennuyeux. « Comment oses-tu vendre cette maison dans mon dos ? Tu nous as ridiculisés, ma mère et moi, devant tout le monde. Quelle sorte d'épouse es-tu ? Cria Rodrigue à l'autre bout du fil. Sa voix était rauque, un mélange de rage et de terreur. Béatrice ne répondit pas tout de suite. Elle laissa son mari déverser toute sa saleté verbale pendant quelques secondes, se délectant du désespoir que trahissait la voix du paresseux. Elle pouvait imaginer le chaos qu'avait dû être la fête imaginaire de sa belle-mère. Le chalet était à moi, Rodrigue. Je l'ai construit avec mon argent. J'ai tout à fait le droit de le vendre à qui je veux et quand je veux, sans avoir à demander la permission à quelqu'un qui n'a jamais apporté un seul maudit centime, répondit Béatrice d'une voix cristalline, ferme et percutante. Ne fais pas la maligne. Nous sommes mariés. Ces 2,5 millions d'euros sont des biens communautaires. Divise-les par deux tout de suite et vire-moi ma part sur mon compte. Si tu ne le fais pas, je te jure que je demande le divorce aujourd'hui même, menaça Rodrigue, croyant que la menace de divorce était son arme ultime pour la faire supplier. En entendant la menace, Béatrice éclata de rire. Un rire joyeux et mélodieux qui remplit le silence du spa. Ce n'était pas un rire de pitié, mais le rire victorieux d'une femme qui se libérait enfin des chaînes d'un être parasite. Rodrigue resta muet au téléphone, perplexe de voir que sa femme ne montrait pas le moindre signe de peur. Demande-le. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Et concernant l'argent, je te suggère de relire notre contrat de mariage. Nous avons signé une séparation de biens absolue. Ce que je gagne et ce que je possède est uniquement à moi. Il n'y a rien à partager. Tu peux chercher la copie dans le tiroir de ton bureau. Ah, attends, j'ai déjà jeté le bureau à la poubelle avec tous tes vêtements bon marché et ceux de ta mère, asséna Béatrice, portant le coup de grâce, sans laisser Rodrigue intervenir. L'impact fut dévastateur. Le corps de Rodrigue se raidit. Sa mémoire remonta des années en arrière, juste avant de se marier, quand il avait signé des documents chez le notaire sans même les lire, car à l'époque, il ne pensait qu'au confort de vivre au crochet d'une femme riche. Ce papier qu'il avait ignoré était devenu le couteau qui égorgeait ses espoirs. Non, tu ne peux pas me faire ça, Béatrice. Je suis ton mari, supplia Rodrigue d'une voix qui dénotait maintenant une profonde pitié et un désespoir. Je l'ai déjà fait. Profite bien du reste de ta journée et ne m'appelle plus jamais de ta vie, trancha Béatrice avec fermeté, raccrocha le téléphone et bloqua définitivement le numéro de son mari. Elle posa le mobile sur la table de chevet en verre à côté de la table de massage. Elle ferma les yeux et soupira de soulagement. Le poids énorme qu'elle avait porté pendant des années avait complètement disparu. Dans sa voiture, descendant les virages de la montagne, Rodrigue fracassa son téléphone contre le tableau de bord avec violence. Il s'arracha les cheveux, assimilant qu'il venait de tout perdre, la femme qu'il entretenait, la luxueuse maison dont il se vantait, la réputation de sa mère et son propre avenir.
Sa ruine ne faisait que commencer et il n'avait aucun moyen d'y échapper. Le voyage de retour à Paris se transforma en une torture interminable pour Rodrigue. Le ciel commença à s'assombrir, teintant les nuages d'un gris plombé qui reflétait son avenir sombre. À l'intérieur du véhicule, on n'entendait que le moteur et la respiration lourde du conducteur. Madame Gaétane reprit peu à peu conscience. Elle avait terriblement mal à la tête et sa mémoire reconstituait lentement les morceaux de l'épisode scandaleux qu'elle venait de subir dans le jardin du chalet. Lorsque l'image du visage triomphant de Madame Victoire apparut dans son esprit, la vieille dame fondit en larmes. Ce n'étaient pas des larmes de repentir, mais de rage de voir son orgueil brisé devant toutes ses amies. Elle maudit son sort, rejeta la faute sur tout le monde et refusa d'assumer sa part de responsabilité. Rodrigue serrait le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sa tête palpitait en entendant les pleurnicheries incessantes de sa mère. Il essaya de se concentrer sur la route, mais son esprit ne cessait de tourner autour des millions d'euros qui s'étaient envolés. Les menaces des agents de recouvrement lui vrillaient le cerveau, le faisant suer froid. Bien que la climatisation de la voiture fût au maximum, il sentait que le temps jouait contre lui. Les dizaines de milliers d'euros qu'il devait n'étaient pas une mince affaire. Et les prêteurs auxquels il s'était adressé n'étaient pas du genre à pardonner avec de belles paroles. Ils voulaient leur argent avec des intérêts abusifs. Rodrigue leur avait promis de leur remettre les titres de propriété du chalet comme garantie. Maintenant, cette garantie n'était que fumée. La nuit était déjà tombée lorsque la voiture conduite par Rodrigue arriva enfin dans le quartier exclusif du Triangle d'Or. Il dirigea le véhicule vers la maison principale qu'il avait partagée avec Béatrice. Dans sa tête, il avait machiné diverses excuses et intimidations pour forcer sa femme à lui ouvrir la porte. Il prévoyait d'utiliser l'agressivité verbale pour la soumettre, sentant qu'en tant que mari, il avait encore des droits sur cette résidence. Il se gara juste devant l'imposant portail en fer de la maison. Il descendit de la voiture à la hâte, s'approcha du panneau de sécurité installé sur le mur avec l'intention de taper le code comme il le faisait tous les jours. Il tapa rapidement la combinaison de mémoire, mais au lieu du son métallique indiquant l'ouverture de la porte, le panneau émit un fort bip d'erreur. Rodrigue fronça les sourcils. Il pensa qu'il s'était trompé sous le coup du stress. Il réintroduisit les chiffres, cette fois plus lentement. Le résultat fut le même. Une lumière rouge clignota, lui refusant l'accès. La panique s'empara de lui. Il appuya sur le bouton de l'interphone pour appeler la maison, mais personne ne répondit. Béatrice avait déconnecté les communications et changé le code du portail. Rodrigue recula de quelques pas, regardant l'entrée avec désespoir. En détournant le regard, il vit quelque chose qui fit bouillir son sang. Juste sur le trottoir, à côté des poubelles, il y avait une rangée de vieilles valises et d'énormes sacs en plastique. Il courut pour vérifier ce qu'il craignait. En ouvrant l'une des valises, il vit que tous ses vêtements et ceux de sa mère étaient entassés à l'intérieur. Ces vêtements bon marché qu'ils avaient apportés avant de commencer à vivre dans le luxe de Béatrice étaient maintenant jetés dans la rue comme de simples ordures. « Ouvre la porte, Béatrice. Comment oses-tu mettre ton mari dehors ? » « Salope !» cria Rodrigue à plein poumon, martelant le portail de fer avec ses poings fermés. Les coups résonnèrent dans le silence de la rue exclusive. Certains gardiens de sécurité du quartier le regardèrent de loin, mais ne s'approchèrent pas, car Béatrice leur avait donné des instructions strictes de ne pas intervenir, sauf en cas de vandalisme grave. Rodrigue continua à crier des insultes, tandis que Madame Gaétane restait dans la voiture, pleurant amèrement pour ses valises jetées à côté des ordures. Avant que Rodrigue ne puisse penser à une autre façon d'entrer, un tout-terrain sombre freina brusquement derrière sa voiture. Deux hommes énormes, à l'air peu amical et vêtus de blousons de cuir, descendirent du véhicule et se dirigèrent vers Rodrigue d'un air très menaçant. Rodrigue cessa de frapper la porte et resta paralysé. Il reconnut ces visages instantanément. C'étaient les gros bras des prêteurs, les gens qui l'évitaient depuis des semaines. « Bonsoir, Rodrigue. Ça a été très difficile de te trouver dernièrement, » dit l'un des hommes d'une voix grave et intimidante. « Je peux tout expliquer. Donnez-moi quelques jours de plus, s'il vous plaît, » balbutia Rodrigue. Son arrogance d'il y a quelques minutes s'était complètement envolée. Le temps est écoulé.
Tu avais promis de remettre aujourd'hui les titres de propriété du chalet comme garantie pour couvrir le prêt échu. Notre patron a vérifié au registre et il s'avère que la maison n'est pas à toi. Tu as essayé de nous arnaquer avec une fausse garantie, dit le second homme en s'approchant et en acculant Rodrigue contre la grille. Rodrigue resta sans voix. La sueur trempait sa chemise. Il essaya de trouver une excuse, mais son cerveau était bloqué. Les hommes ne voulaient plus entendre d'histoire. Ils lui arrachèrent les clés de la voiture de force, annonçant qu'ils la prenaient comme premier paiement de la dette. Rodrigue tenta de résister, mais la force des deux hommes était bien supérieure. Madame Gaétane, en voyant la scène, se mit à crier hystériquement et fut sortie du véhicule sans ménagement et sans pitié. Ce n'est que le début. Si demain matin le reste de l'argent n'est pas là, nous reviendrons te chercher. Et je t'assure que tu ne remarcheras plus, le menaça l'homme avant de monter dans la voiture de Rodrigue. Les deux hommes partirent rapidement, laissant Rodrigue et sa mère abandonnés sur le trottoir froid. Cette nuit-là, Rodrigue sut vraiment ce que c'était que de toucher le fond. Il n'avait pas de maison, pas de voiture, pas d'argent et avait été expulsé de la vie de sa femme de la manière la plus humiliante possible. Entourés par le froid nocturne, mère et fils ne purent que s'asseoir par terre à côté de leur vieille valise, piégés sans que personne au monde ne soit disposé à leur tendre la main. La nuit fut une torture interminable et laissa finalement place aux rayons du soleil qui semblaient se moquer de leur situation. Ils durent dormir sur des cartons trouvés près des poubelles, se cachant derrière les valises pour ne pas être vus par les voisins. Le corps fragile de Madame Gaétane n'était pas fait pour dormir dans la rue. Elle se réveilla avec des douleurs lancinantes dans les articulations. Son apparence était déplorable, les cheveux emmêlés et ses vêtements de marque tachés de poussière. Cette souffrance physique se transforma en une fureur incontrôlable. Elle regarda son fils, qui dormait encore recroquevillé par le froid. Sans hésiter, elle lui donna un grand coup de pied dans la jambe. « Lève-toi, inutile. C'est de ta faute si nous en sommes là. Tu m'avais promis une vie de luxe et regarde-moi. Ta femme nous a mis dehors et je dois subir la honte de ma vie à cause de ta stupidité, vociféra Madame Gaétane d'une voix rauque. Rodrigue se réveilla en sursaut. Il était encore étourdi par le stress et le manque de sommeil. En entendant les reproches de sa mère, sa patience explosa. Il avait toujours cédé aux caprices de la vieille dame, traînant sa dignité pour satisfaire sa cupidité. Et en retour, il ne recevait que des insultes quand les plans échouaient. « Tu crois que c'est de ma faute ? Si tu n'avais pas été constamment en train de mendier du luxe et d'exiger que je lui vole cette maison, Béatrice n'aurait jamais fait ça. Tu es une avare, lui cria Rodrigue, perdant complètement tout respect filial. La discussion ne dura pas longtemps car la faim commença à leur tenailler l'estomac. Rodrigue comprit que se disputer dans la rue ne servait à rien. Il devait trouver de l'argent ce jour même avant que les prêteurs ne mettent leurs menaces létales à exécution. Son esprit se concentra sur son lieu de travail. Rodrigue occupait le poste de directeur marketing dans une entreprise de taille moyenne sur l'avenue des Champs-Élysées. Bien qu'il passât ses journées sans aller travailler et que son rendement fût néfaste, il crut qu'il pourrait demander une avance ou prendre de l'argent dans la caisse en prétextant une urgence familiale. Avec les quelques pièces qu'il avait dans ses poches, il laissa sa mère attendre dans un parc voisin, gardant les bagages, et prit le bus pour les bureaux. Pendant le trajet, il essaya de se faire présentable, lissant sa chemise froissée et tentant de se laver le visage dans les toilettes de la gare. Il répétait ses phrases manipulatrices habituelles pour convaincre le département des ressources humaines. Il était sûr de réussir grâce à son poste de direction. En arrivant à l'immeuble, il entra, bombant le torse, essayant de dissimuler sa panique. Il salua la réceptionniste, mais elle le regarda bizarrement et évita son regard. Rodrigue l'ignora et se dirigea directement vers le bureau des ressources humaines. En entrant, il vit que le directeur des ressources humaines l'attendait déjà avec une mine très sévère. Sur la table se trouvait un dossier préparé. « Assieds-toi, Rodrigue. Quelle coïncidence que tu sois venu aujourd'hui. L'entreprise a quelque chose d'important à te communiquer, lui lança le directeur sans ménagement. Rodrigue sourit de force, croyant qu'il s'agissait d'une nouvelle mission. Moi aussi, je voulais vous parler de quelque chose, patron.
J'ai besoin d'une avance sur mon salaire ou d'un prêt du fonds de l'entreprise pour une urgence familiale très grave, tenta de devancer Rodrigue. Je suis vraiment désolé, Rodrigue. L'entreprise ne te donnera pas un centime. De plus, aujourd'hui nous procédons à ton licenciement disciplinaire avec effet immédiat, répondit le directeur d'une voix glaciale, faisant glisser la lettre de licenciement sur la table. Rodrigue eut le souffle coupé. Il lut la lettre en tremblant. Cela lui paraissait inconcevable. Il était un paresseux, oui, mais il n'avait jamais commis d'erreur fatale au bureau. Pour quel motif ? Vous ne pouvez pas me licencier comme ça. Je vous traînerai devant les prud'hommes et je vous poursuivrai, cria Rodrigue en frappant la table, en proie à l'hystérie. Le directeur resta calme et le regarda avec un pur dédain. Madame Béatrice, qui se trouve être notre cliente principale et la plus grande investisseuse de cette compagnie, a appelé le conseil d'administration ce matin. Elle a annulé tous ses contrats et retiré son financement. La seule condition pour qu'elle reprenne ses affaires avec nous est ton licenciement immédiat. En raison de ta tentative de fraude documentaire et de la façon dont ta réputation désastreuse ternit l'image de nos partenaires. Comme tu peux le comprendre, l'entreprise préfère sauver sa viabilité économique plutôt que de garder un employé inutile comme toi, lui expliqua le directeur sans pitié. La réalité lui donna une gifle monumentale. Rodrigue réalisa que s'il avait ce poste de direction, ce n'était pas grâce à son talent, mais grâce aux relations et à l'influence de sa femme. Maintenant que Béatrice avait coupé le cordon ombilical, Rodrigue tombait dans le vide sans parachute. Il supplia pour une seconde chance, mais le directeur appela la sécurité. Alors que les gardes le traînaient à travers le hall sous le regard dégoûté de ses collègues, un coursier s'approcha de lui. Le coursier lui remit une enveloppe du tribunal des affaires familiales et une autre avec l'en-tête de la police nationale. Voici la notification de la demande de divorce déposée par Madame Béatrice et voici la convocation judiciaire pour la plainte pénale pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie, récita le coursier à voix haute. Les gardes le jetèrent dans la rue à travers les portes vitrées. Rodrigue tomba sur l'asphalte brûlant de Paris, serrant ses enveloppes qui confirmaient sa ruine absolue. Sa cupidité était devenue la corde qui étranglait son propre avenir. Le châtiment pour ses méfaits ne faisait que commencer. Le jour du jugement arriva enfin. La matinée était lumineuse, comme si le temps parisien célébrait la libération de Béatrice. Elle se prépara devant le miroir avec une parfaite sérénité. Elle enfila un tailleur impeccable et se coiffa de manière sobre et professionnelle. Sur son visage, il n'y avait pas la moindre once de doute, seulement la détermination d'une femme indépendante prête à exiger justice. C'était le jour de l'audience de divorce et le moment où tous les crimes de son mari seraient révélés. Elle avait tout préparé méticuleusement avec son avocat. Béatrice quitta la maison et monta dans sa voiture en direction du palais de justice. Le trajet fut court car son esprit était concentré sur le fait de se débarrasser de ce parasite suceur de sang. En arrivant au bâtiment judiciaire, l'ambiance était bruyante. Elle marcha dans le couloir aux côtés de son avocat. Au loin, elle vit Rodrigue et Madame Gaétane assis sur les bancs d'attente. Leur apparence était désastreuse, à des années-lumière de l'arrogance qu'ils affichaient le jour de la fête dans les Alpes. Rodrigue était décharné, les yeux cernés et vêtu de vêtements usés. Madame Gaétane, sans ses bijoux et avec des vêtements modestes, avait le regard perdu dans le vide. Il ressemblait à deux mendiants à qui la vie avait échappé. Quand les yeux de Rodrigue croisèrent ceux de Béatrice, il essaya de projeter de la haine, mais le tremblement de sa lèvre inférieure le trahissait. Il était terrifié. Béatrice les ignora complètement. Elle entra dans la salle d'audience la tête haute. Le procès commença lorsque le juge entra et frappa avec son marteau. La phase de médiation avait échoué des semaines auparavant car Béatrice avait catégoriquement refusé tout accord à l'amiable. Le processus entra dans la phase de présentation des preuves et de liquidation des biens. Le juge donna la parole à la partie défenderesse, Rodrigue, pour qu'il expose ses arguments. Rodrigue se leva en feignant un air de pauvre victime. Il mentit de manière éhontée, disant au magistrat qu'il avait été un mari dévoué et que sa femme, malade de cupidité, l'avait jeté, lui et sa vieille mère, à la rue sans un sou.
Il eut le culot de réclamer la moitié du patrimoine de Béatrice, y compris les 2,5 millions de la vente du chalet, en se cachant derrière le fait que c'était de l'argent gagné pendant le mariage. Monsieur le juge, ma femme n'a aucun scrupule. Elle nous a jetés à la rue et a vendu dans mon dos la maison que j'avais moi-même promue pour prendre soin de ma mère. J'exige que la moitié de tout le patrimoine me soit reconnue pour assurer la survie de ma mère, qui est maintenant gravement malade par sa faute, pleurnicha faussement Rodrigue. Béatrice sourit légèrement depuis son siège, laissant son mari creuser sa propre tombe. Après l'intervention de Rodrigue, l'avocat de Béatrice se leva. D'un pas ferme, il présenta un épais dossier de documents au tribunal. Il commença par exposer les relevés bancaires depuis le jour du mariage. Tous les revenus du couple provenaient du compte d'entreprise de Béatrice. Rodrigue n'avait absolument rien apporté depuis des années, tandis que toutes ses dépenses et les luxes de Madame Gaétane provenaient de la carte de Béatrice. Monsieur le juge, en plus de l'existence d'un contrat de séparation de biens, ces relevés prouvent que la résidence a été achetée exclusivement avec l'argent propre de ma cliente. Le demandeur n'a jamais investi un centime, au contraire, il a détourné les fonds de ma cliente à son profit personnel, affirma l'avocat de manière catégorique. Rodrigue s'agita inconfortablement sur sa chaise. Il tenta d'interrompre, mais le juge lui ordonna de se taire. L'avocat n'avait pas encore terminé. Il demanda la permission de diffuser la vidéo des caméras de sécurité du bureau de Béatrice. Le juge accepta. La voix arrogante de Rodrigue exigeant la maison et interdisant à Béatrice d'aller à la fête résonna dans toute la salle. Ses mensonges sur le fait d'être un mari dévoué furent réduits en poussière. Le juge le foudroya du regard. Le coup de grâce fut la preuve du délit. L'avocat présenta le brouillon de la procuration avec la signature falsifiée et le rapport de l'expert graphologue, confirmant que Rodrigue avait commis une fraude documentaire pour régler ses dettes auprès d'usuriers. Devant des preuves aussi accablantes, le magistrat n'hésita pas. Le coup de marteau retentit fortement. Il rendit son jugement, accordant le divorce unilatéralement en faveur de Béatrice et refusant toute forme de compensation ou de pension compensatoire à Rodrigue. L'intégralité du patrimoine resta entre les mains de Béatrice. Rodrigue s'effondra sur sa chaise. Il était ruiné. Son rêve de devenir millionnaire s'était évanoui. Mais le châtiment ne s'arrêta pas là. Dès la fin du procès civil, les portes de la salle s'ouvrirent et plusieurs agents de la police nationale entrèrent. Ils avaient un mandat d'arrêt contre Rodrigue pour les délits de fraude et de faux et usage de faux en tentative. Les agents s'approchèrent et lui passèrent les menottes. À cet instant même, Rodrigue se mit à crier, pleurant hystériquement et suppliant le pardon de Béatrice, jurant qu'il changerait. Mais il était trop tard. Madame Gaétane courut vers lui en sanglotant et en s'agrippant à ses jambes, se lamentant du destin qu'elle avait elle-même provoqué. Au milieu de ce cirque humiliant, Béatrice se leva de son siège, ajusta sa veste de tailleur, remercia le tribunal et son avocat, et sortit de la salle d'un pas ferme, sans jamais regarder en arrière. La justice avait parfaitement fait son travail. Le temps suivit son cours implacable. Une année entière s'écoula depuis ce jour historique au tribunal. La vie de Béatrice s'épanouit de manière extraordinaire, remplie de paix et de succès. Ce matin ensoleillé, Béatrice descendit de sa voiture de sport devant un immense chantier de construction. Elle venait superviser les avancées de son nouveau projet, un hôtel de luxe qu'elle construisait grâce aux 2,5 millions d'euros de la vente du chalet. Elle avait investi ce capital de manière brillante et l'hôtel était destiné à devenir le meilleur complexe touristique de la région. Les contremaîtres et les ouvriers la reçurent avec le plus grand respect. Ils savaient que Béatrice était une femme d'affaires de fer, disciplinée et juste. En parcourant la structure qui prenait déjà forme, elle sourit en voyant les fruits de son travail. Elle vivait désormais libre, prospère et heureuse, sans aucun parasite pour ponctionner son compte en banque ni de belle-mère géniarde. Toutes les décisions lui appartenaient et elle savourait sa liberté avec une profonde gratitude. De l'autre côté de la ville, dans les quartiers périphériques de Paris, la vie de Rodrigue avait touché le fond. Après avoir passé quelques mois en détention préventive pour ses délits, il venait d'être libéré sous condition. Cependant, son casier judiciaire lui ferma les portes de tout travail décent et ses énormes dettes continuaient de l'étouffer.
Pour pouvoir manger et payer les mensualités au tribunal et à ses créanciers, Rodrigue fut contraint d'avaler son orgueil. Il travaillait maintenant comme plongeur dans un boui-boui sale, chaud et graisseux. À l'arrière du local, courbé près d'un évier industriel, Rodrigue faisait face à des montagnes interminables d'assiettes et de verres sales. Ses mains, autrefois impeccables, étaient maintenant gercées, brûlées par le savon industriel et pleines de coupures. Il transpirait à grosses gouttes dans ses vêtements en lambeaux. Chaque muscle de son corps lui faisait mal après des journées de 14 heures. S'il osait s'arrêter une seconde, les cris du propriétaire du bar retentissaient, le menaçant de le renvoyer. En frottant les assiettes, Rodrigue pleurait souvent en silence, se rappelant à quel point il avait été idiot de gâcher une vie de millionnaire par pure et stupide cupidité. Le destin de Madame Gaétane fut tout aussi misérable. La vieille dame qui se pavanait devant la haute société vivait maintenant en location dans une chambre minuscule et étouffante. Il n'y avait plus de meubles coûteux ni de bijoux en or. Elle avait tout mis en gage pour survivre pendant que son fils était en prison. Elle était malade, mal nourrie et passait ses journées allongée sur un vieux matelas, attendant que Rodrigue arrive avec les restes d'omelette et de pain sec du bar. Ses anciennes amies l'avaient bloquée et l'évitaient comme la peste. Personne n'avait pitié d'elle. Le destin avait agi avec une justice poétique. Le même après-midi, alors que Béatrice revenait en voiture du chantier de l'hôtel, la chaleur de l'été parisien lui donna soif. Elle demanda à son chauffeur de s'arrêter un instant près d'un bar à tapas de quartier pour acheter une boisson bien fraîche. Béatrice descendit de la voiture avec ses lunettes de soleil de créateur et s'approcha du comptoir. En attendant sa boisson, elle entendit une altercation dans la ruelle latérale de l'établissement. « Travaille plus vite, on dirait un bon à rien. Les clients ont besoin d'assiettes propres. »« Tu veux que je te déduise ça de ton salaire d'aujourd'hui ?» cria le propriétaire du bar à plein poumon. Béatrice tourna la tête et, à travers la porte entr'ouverte de la ruelle, elle vit un homme squelettique, recroquevillé de peur, frottant des assiettes à toute vitesse avec des mains tremblantes. L'homme s'excusait à plusieurs reprises d'une voix brisée. Bien qu'il fût sale et fini, Béatrice reconnut instantanément sa posture et sa voix. C'était Rodrigue, l'homme arrogant qui avait tenté de tout lui voler, réduit en miettes. Béatrice resta à observer la scène. Elle ne ressentit ni pitié, ni compassion, seulement un profond soulagement en constatant que l'univers remettait chacun à sa place. Par pure coïncidence, Rodrigue leva les yeux de l'évier et son regard croisa celui de Béatrice au loin. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il reconnut son ex-femme, qui paraissait plus radieuse et puissante que jamais. Une honte paralysante lui écrasa la poitrine et il baissa immédiatement la tête pour cacher les larmes de pure humiliation qui commencèrent à couler sur son visage. Béatrice ne fit aucun geste pour s'approcher ni ne lança la moindre insulte. L'enfer que vivait Rodrigue était déjà une condamnation suffisante. Elle prit sa boisson et esquissa un très léger sourire derrière ses lunettes de soleil. Elle sortit un gros billet de 50 € de son portefeuille et le laissa sur le comptoir, laissant un pourboire disproportionné en signe de reconnaissance pour le travail acharné de toutes les personnes présentes. Après cela, elle fit demi-tour avec élégance et retourna à son véhicule de luxe. Elle s'assit à l'arrière. La porte se referma doucement et la voiture s'éloigna, laissant derrière elle ce quartier et le passé, sans jamais regarder dans le rétroviseur. La vengeance avait été servie de la manière la plus élégante possible, et l'avenir de Béatrice brillait de sa propre lumière.